Olympe de Gouges est une femme écrivain du XVIIIe siècle qui est aussi une femme engagée puisqu'elle a participé à la Révolution française aux côtés des Girondins, c'est-à-dire la partie modérée des révolutionnaires. Elle a écrit des pièces de théâtre, elle s'est engagée contre l'esclavage, mais elle est aussi et surtout connue pour son texte « La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne », qui est une réponse à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le texte que nous avons étudié est le préambule, c'est-à-dire le texte qui est mis en amont de la déclaration en elle-même. Préambule. Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d'être constituées en Assemblée nationale. Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes mœurs et au bonheur de tous. En conséquence, le sexe supérieur en beauté comme en courage dans les souffrances maternelles reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l'être suprême les droits suivants de la femme et de la citoyenne. Nous allons donc proposer une explication linéaire de ce passage et pour étudier ce passage, nous allons nous demander comment Olympe de Gouges, dans cet extrait, introduit donc la Déclaration des droits de l'homme et de la citoyenne. Pour cela, nous pouvons découper le texte en deux grandes parties, deux étapes. Dans un premier temps, pour le premier paragraphe, il s'agit de présenter, de contextualiser le travail des femmes et d'en expliquer l'intérêt. Quant au deuxième paragraphe, il tire les conséquences de ce qui a été dit dans le premier et permet donc la mise en place de cette déclaration. Le texte commence par la présentation de celles qui écrivent donc cette déclaration, les mères, les filles, les sœurs représentantes de la nation. Donc là, on va retrouver ici une accumulation permettant de définir les femmes en général à travers leurs différentes fonctions dans la famille, puisqu'on a bien un champ lexical de la famille ici, les mères, les filles et les sœurs. Mais on voit aussi que les femmes sont non seulement représentées par rapport à la famille, mais elles sont aussi représentées dans leur place par rapport au pays, puisqu'elles sont représentantes de la nation, ce qui sous-entend en fait qu'elles sont représentantes de la nation au même titre que les hommes étaient eux aussi dans le processus révolutionnaire représentant de la nation. Ainsi, la première phrase marque le fait que les femmes désirent se constituer en Assemblée nationale, c'est-à-dire proposer en fait une assemblée qui soit représentative, tout comme les hommes l'ont fait pendant la Révolution française. La deuxième phrase qui compose le premier paragraphe est une phrase extrêmement longue puisqu'elle ne s'arrête pas entre « considérant que l'ignorance jusqu'à au bonheur de tous ». Et c'est cette très longue phrase qui va venir expliquer et le contexte et le but du livre, donc, ou du texte de cette déclaration. Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption du gouvernement. Voici donc dans un premier temps ce qui nous est dit sur le contexte, c'est-à-dire qu'on vient poser la situation dans laquelle se trouvent les hommes et les femmes dans cette période révolutionnaire. Et là encore, on retrouve le même processus d'accumulation pour désigner tous les maux dont souffre la société, l'ignorance, l'oubli et le mépris.
Et d'après ce texte, c'est parce que l'on ignore le droit des femmes, parce qu'on les méprise, parce qu'on les rabaisse, que cela a un impact sur l'ensemble de la société, puisque ça devient la cause, et la seule cause d'ailleurs, des malheurs publics et de la corruption du gouvernement. Et on voit ici toute cette série de termes péjoratifs, les malheurs, la corruption, qui répondent aux autres termes péjoratifs qui étaient l'ignorance, l'oubli et le mépris. Et tout ça nous permet de montrer l'ensemble des impacts négatifs de ce refus d'accorder aux femmes les droits qu'elles méritent. Et donc, le texte nous montre qu'on en tire une conséquence, puisque les femmes ont donc résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de la femme. Et donc, la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne apparaît comme une réponse juste à la situation. De nouveau, on retrouve la structure ternaire. Tout à l'heure, on avait ignorance, oubli, mépris. Maintenant, on a naturel, inaliénable et sacré. Trois termes, cette fois-ci amélioratifs, pour montrer à quel point il est indispensable d'accorder ces droits à la femme, parce que c'est dans la nature de l'homme d'être à l'égalité de la femme, et inversement, et que ça doit être quelque chose d'indiscutable. Et donc, vient ici la déclaration qui va permettre de dire à l'ensemble de la société l'importance de ces droits, puisqu'il s'agit de présenter à tous les membres du corps social, donc hommes et femmes confondus, pour leur rappeler sans cesse leurs droits et leurs devoirs. Et là, on voit que la société est représentée de manière personnifiée, puisque la société compose un corps en elle-même, dont toutes les composantes sont des membres, et donc dans ce corps social, nous avons des membres masculins et des membres féminins. Ce texte va expliquer ce premier paragraphe va expliquer toutes les fonctions de cette déclaration. Afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes pouvant être à chaque instant comparés, etc. Et on retrouve cette répétition du terme « afin que » à plusieurs reprises, afin que les réclamations des citoyennes, etc., tournent toujours au maintien des bonnes mœurs et au bonheur de tous. Donc on va avoir toutes les fonctions en fait qui nous sont données de cette déclaration. Donc afin que on donne à tous les membres de la société un petit rappel sur ce que doivent être les droits et les devoirs des hommes et des femmes, afin que, deuxième but, l'on comprenne que le pouvoir des hommes et le pouvoir des femmes doivent pouvoir toujours être à chaque instant comparés, dit le texte, avec le but de toute institution politique, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir mettre en balance le pouvoir des hommes, le pouvoir des femmes et la réflexion sur la société en général. Et on voit bien à la fin aussi que ce texte permet en fait d'institutionnaliser les revendications féminines et afin que les réclamations des citoyennes fondées désormais sur des principes simples et incontestables tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes mœurs et au bonheur de tous. Et donc là, on voit que ces revendications sont des revendications qui permettent en fait une vie en société harmonieuse avec toujours la même reprise du groupe ternaire au maintien de la Constitution, des bonnes mœurs et au bonheur de tous. Et là, on voit à quel point on retrouve toute une série de termes amélioratifs. Le dernier paragraphe permet donc de conclure. En conséquence, le sexe supérieur en beauté comme en courage dans les souffrances maternelles. Là, on a une périphrase donc, pour désigner les femmes de manière améliorative et provocatrice, puisque les femmes deviennent à ce moment-là le sexe supérieur. On rappelle le rôle traditionnel qu'on accorde aux femmes, qui est celle de la beauté, mais on rappelle aussi le courage, notamment dans l'enfantement. Et cette dernière phrase va permettre ici donc de lancer en fait ce qu'on va avoir par la suite sur le texte, en expliquant que le texte est placé sous le signe
donc de l'être suprême, c'est-à-dire qu'il y a une connotation religieuse, et aussi sur le signe de la société pour représenter les droits des femmes et de la citoyenne. Donc, en conséquence, ce texte apparaît comme une sorte de réponse aux déclarations des droits de l'homme et du citoyen, explique à quel point les revendications féminines sont des revendications justes, mais que surtout, l'égalité entre l'homme et la femme est quelque chose d'absolument nécessaire pour le maintien de la vie en société.